de cette réforme des retraites. Il y a des blocages en ce moment. La CGT bloque les raffineries de France depuis mardi pour protester contre la réforme. Évidemment, ça perturbe l'approvisionnement des stations-service. On fait le point avec Célia Gruyère. On va voir s'il y a effectivement des pénuries d'énergie et d'essence. Des pompes à essence hors service, des stations vides ou fermées, les effets de la grève dans les raffineries commencent à se faire ressentir. Et les automobilistes sont déjà inquiets. Je suis venu pour faire le point, parce que je crains que les stations de service ferment à n'importe quel moment et qu'on retrouve la crise qu'on a retrouvée il y a quelques mois. Pour l'instant, bon, il y a encore de l'essence, mais voilà quoi. Mais c'est vrai que j'espère que la grève va se finir bientôt et qu'on se remet au travail comme avant, quoi. Pas de scénario catastrophe en Île-de-France pour le moment. Les pénuries de carburant impactent surtout l'ouest de la France. En Mayenne, dans la Sarthe ou le Calvados, entre 20 et 25% des stations manquent d'au moins un type de carburant. À l'échelle nationale, ce sont près de 5% d'entre elles qui sont touchées. Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières, se veut rassurant sur la situation. En ce qui concerne les dépôts donc, qui alimentent directement les stations, il y en a à peu près 200, je vous le rappelle, sur le territoire national. Sur ces 200 dépôts, il y en avait 5 qui étaient encore bloqués hier soir. Donc 195 qui envoyaient du carburant vers les stations. Ce qui fait que les quantités de carburant qui étaient livrées aux stations par camion-citerne étaient normaux hier. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement des stations-service et la situation est en train de s'améliorer. Si la grève a déjà été levée à la raffinerie de Port-Jérôme-Gravenchon, le mouvement se poursuit dans les autres établissements de Total Energy et Esso ExxonMobil. Ça crée évidemment de l'angoisse chez les automobilistes. Eric Nolot, en réalité, on vient de le comprendre, il n'y a pas énormément de stations qui sont en difficulté, mais il y a un réflexe. Voilà, il y a un réflexe. Dès qu'on entend le gouvernement dire tout va bien, il n'y a pas de pénurie, on se rue pour faire le plein. Le réflexe est d'autant plus vif que la dernière fois, c'était il n'y a pas très très longtemps. On a dit non, il n'y a pas de problème. Et le lendemain, c'était la panique avec vraiment des scènes vraiment incroyables devant les stations-service. Donc, chat échaudé craint l'eau froide. Puis là, vous touchez vraiment au nerf de la guerre, au nerf de la paix. C'est-à-dire que c'est la mobilité des gens. Donc vous vous retrouvez complètement bloqué. Les transports en commun, même si la situation s'améliore, ils sont eux aussi en souffrance. Donc là, les gens prennent toutes les précautions, évidemment. C'est ça le sujet, Fabien Vildeux. Jusqu'où aller quelle est la limite, en fait, pour vous, aux autres syndicalistes qui bloquez, qui faites des actions comme ça, coup de poing, dans l'énergie, dans l'électricité aussi? Jusqu'à la victoire, voilà, parce que de toute façon, ça joue maintenant, hein. Je pense que la semaine prochaine, dans un sens ou dans un autre, les choses seront pliées. Donc nous, on se bat pour gagner. Voilà. Tous les grévistes perdent de l'argent à chaque fois qu'ils sont en grève. Vous-même, vous en perdez ? Oui, là je suis à ma 8e journée, donc je fais à peu près une journée de grève, c'est 100 € pour moi, ça dépend des agents, mais en tout cas pour moi c'est 100 €, donc je suis à 800 € que j'ai mis sur la table, voilà, donc je ne fais pas ça pour le plaisir, voilà, je fais ça pour gagner, voilà, et je sais que c'est maintenant que ça se joue. Ça joue dans les 10-15 jours qu'il va y avoir, parce qu'effectivement, il y a le débat parlementaire qui se fera à partir de mercredi. Et donc, si on a la possibilité de gagner, nous, on pense, voilà, après avoir fait des mobilisations de 24 heures, des démonstrations de force dans la rue, on pense qu'il faut aller à la grève reconductible dans tous les secteurs où c'est possible. C'est possible dans les raffineurs, c'est possible également à la SNCF, c'est possible dans un certain nombre de secteurs. Et c'est peut-être le moyen le plus efficace pour faire reculer le gouvernement, parce qu'à un moment donné, voilà, il faut écouter la population, il faut écouter le peuple. On ne peut pas faire le dos rond. Moi, effectivement, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que le gouvernement fait le dos rond. Il pense que c'est un mauvais moment à passer. Voilà, il y a un orage qui passe. Non, on ne peut pas réagir comme ça. Il faut écouter la population, parce que quel que soit le résultat final, enfin, s'ils n'écoutent pas les organisations syndicales, s'ils n'écoutent pas tous les gens qui ont été dans la rue, tous les gens qui souffrent aujourd'hui, qui souffrent aussi bien d'un côté comme de l'autre, enfin, il y a un moment donné, je trouve effectivement que la France, elle est un peu tendue. Voilà. Et il faut un peu apaiser les choses. Enfin, moi, j'attends, peut-être je suis un naïf, hein, mais j'attends d'un président de la République qu'il apaise les choses, qu'il fasse un peu de concorde, qu'il rassemble les gens. Et j'ai l'impression finalement, on a un président de la République qui passe son temps à opposer les régimes spéciaux d'un côté, les usagers de l'autre, les fonctionnaires d'un côté, les salariés du privé de l'autre, les grévistes d'un côté, ceux qui sont à la pompe de l'autre. Enfin, peut-être que des fois, moi, je rêve d'un président qui rassemble un petit peu, et je trouve qu'on en aurait besoin aujourd'hui. Charles Consigny, c'est la stratégie d'Emmanuel Macron, jouer la montre, en attendant que ça passe. Oui, moi je crois qu'il est assez confiant sur l'issue de cette réforme.
sur l'issue des débats qui ont lieu en ce moment et il pense que la réforme passera. Je pense qu'il a du mal à la faire passer parce qu'il est étiqueté président des riches. Et il est vrai que les inégalités, je parle sous le contrôle d'un économiste, entre les riches et les pauvres, ça croît dans le monde entier et qu'il y a de plus en plus de gens très riches qui font un peu sécession avec le reste de la population. Mais en même temps, il y a en France aussi, je trouve, moi, une différence qui s'accroît entre ceux qui sont protégés de par leur statut, de par les entreprises publiques ou parapubliques auxquelles ils appartiennent, et les salariés des autres secteurs. Et il y a une séparation qui s'accroît entre des classes moyennes qui travaillent énormément et qui payent pour tous ces systèmes et les gens qui en bénéficient et qui ne veulent jamais bouger d'une virgule. La fonction publique par exemple, non mais c'est pas... non, mais parce que les cheminots. Non mais quand je vois les dockers se mettre en grève, excusez-moi, le salaire moyen d'un docker, c'est beaucoup plus élevé que la moyenne nationale. Allez-y. Le travail d'un docker, c'est un travail qui est utile pour tout le monde, mais en pratique, ils sont dans des transpalettes et ils transvasent les caissons de marchandises, etc. Ils se mettent tout de même en grève. À la SNCF, excusez-moi, c'est pas Germinal, la SNCF. Aux dernières nouvelles, on met pas du charbon dans la locomotive. Donc, pardon, donc ce que je veux dire, c'est que... Ce que je veux dire, c'est que je comprends que ce soit difficile pour le gouvernement de faire passer cette réforme de par l'image qu'il a renvoyée, mais en même temps, moi, je pense qu'en réalité, cette réforme n'est pas grand-chose par rapport à ce qu'il faudrait faire en France. Moi, comme avocat indépendant, qui doit tous les mois gagner de quoi payer un cabinet, un bureau, etc., je paye des proportions de ce que je facture à mes clients colossales à l'URSSAF, aux caisses de retraite, etc. Bon, très importante. Et on va peut-être passer la parole. Et donc, ce que je veux dire, c'est que vous mettez en cause. Au bout d'un moment, ces belles revendications sociales, elles coûtent très cher à la France des classes moyennes, qui certes n'est pas celle des ultra-riches, mais qui travaillent beaucoup pour que tout ça soit finançable. Votre réponse à Maître Consigny? Par exemple, sur le statut des cheminots. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus d'embauche au statut à la SNCF depuis le 1er janvier 2020. Voilà. Bon. Du coup, la SNCF n'arrive plus à embaucher. Résultat des courses, j'ai appris hier qu'il manquait à la SNCF 1500 conducteurs de train en France. 1500. Il y a 15 000 conducteurs, il manque 10% d'effectifs. Résultat des courses, quand il manque des conducteurs, les trains, ils sont calés. Ils sont calés en Hauts-de-France, ils sont calés en Île-de-France, ils sont calés à Strasbourg, dans l'Est, partout. Donc on a enlevé le statut, on s'est réjoui, et je sais que le statut de la SNCF, je sais qu'il n'était pas très populaire. Il était populaire à la SNCF, mais en dehors de la SNCF, il n'était pas populaire. Donc on l'a enlevé, mais sauf qu'on a oublié pourquoi on avait mis un statut. On avait mis un statut pourquoi ? Pour attirer les gens, pour attirer les compétences et pour les fidéliser, pour éviter qu'ils se barrent. Parce qu'aujourd'hui, et là j'ai appris ça il n'y a encore pas très longtemps, les jeunes conducteurs de train de la SNCF, ils restent 4-5 ans, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se barrent. Ils se barrent de la SNCF. Résultat des courses... Il n'y a pas qu'à la SNCF qu'on a du mal à recruter. Oui, mais sauf qu'il y a quelques années... La restauration aussi, on n'arrive pas à recruter. Il y a beaucoup de métiers dans lesquels on a du mal à recruter. Je suis d'accord, mais il y a quelques années, rentrer à la SNCF... moi, quand je suis rentré il y a 23 ans en arrière à la SNCF, c'était quelque chose de un peu glorifiant. Vouloir être cheminot, c'était quelque chose de valorisant. Et c'est vrai que moi, quand j'ai été le jour de l'embauche, on était une centaine presque à jouer des coudes pour pouvoir rentrer à la SNCF. Aujourd'hui, c'est plus ça. Mais ça, c'est les jeunes dans tous les secteurs, Aujourd'hui, c'est plus ça. Mais enfin, vous avez quand même un secteur de pointe. Enfin, le ferroviaire, c'est un secteur de pointe. Enfin, le TGV... tous les pays du monde regardent avec envie, gourmandise. Les gens se plaignent un peu des transports, et c'est vrai, je le comprends, mais tous les pays du monde regardent avec gourmandise le système ferroviaire français, le TGV français, c'est une technologie de pointe, et c'est vrai que dans ce type d'entreprise, on pourrait croire naïvement qu'effectivement, on n'est pas des difficultés de recrutement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a viré le statut, résultat des courses, on n'arrive pas à embaucher, qu'est-ce qui se passe ? On cale des trains tous les jours. La grogne des Français contre la réforme des retraites, elle s'agglomère à l'inquiétude sur l'inflation. Marc Toiti, je profite de votre présence pour vous interroger là-dessus. Le ministre de l'économie était ce matin l'invité de CNews. Il a espéré que elle s'arrêterait cette inflation à peu près cet été. On va l'écouter. Il parle d'abord de la grande distribution, des prix dans les supermarchés, puis il termine sur l'inflation. Puis je vous passe la parole ensuite. Nous avons imposé à la grande distribution de prendre des centaines de millions d'euros sur ses marges pour avoir les prix les plus bas possibles. C'est la première chose. Nous avons imposé une deuxième chose,
qui est absolument essentiel à mes yeux, c'est qu'il y ait des renégociations commerciales en juin entre les industriels et les distributeurs. Pourquoi ? Parce que moi, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, Laurent Ferrari. C'est que lorsque le prix du blé explose, le lendemain, le prix de la baguette explose. La baguette qui est vendue chez les distributeurs. Et pas l'inverse. Moi, je voudrais que lorsque le prix du blé baisse, c'est le cas aujourd'hui. Lorsque le prix du fret maritime baisse, c'est le cas aujourd'hui. Le lendemain, les prix baissent pour les consommateurs et que les grands industriels répercutent immédiatement la baisse des prix sur les prix à la consommation. Nous aurons une décrue de l'inflation à partir de mi-2023. Ça ne veut pas dire que nos compatriotes vont percevoir tout de suite que les prix baissent et que les choses vont mieux. J'en ai parfaitement conscience. C'est pour ça aussi qu'on veut de meilleures rémunérations, qu'on se bat pour plus d'intéressement, plus de participation, plus de primes. Une politique économique, elle doit obéir à des équilibres entre les producteurs, les consommateurs, les industriels, et elle doit avoir un cap stratégique. Le nôtre, il est très clair. C'est du travail pour tous et du travail bien rémunéré. Alors, Marc Toiti, l'inflation, elle ne va jamais baisser dans ce pays ? Si, alors, vous savez, l'inflation, c'est simple, hein, c'est la variation des prix donc, sur un an. Ça veut dire qu'on compare le mois de février 2023 par rapport à février 2022. Donc, c'est vrai ce qui va se passer là dans les prochains mois, comme il y a un an, tout juste, c'était le début de la guerre en Ukraine et que les prix ont complètement flambé, et que maintenant, ça va un petit peu mieux. Donc, mécaniquement, il y a une petite baisse de cette variation annuelle. Mais attention, ça ne veut pas dire que les prix vont baisser. C'est ça la grande erreur. Et puis surtout, encore une fois, moi ça fait 2 ans que j'alerte sur l'inflation, parce que l'inflation n'est pas née avec la guerre en Ukraine. Elle est arrivée déjà dès 2021 à cause des erreurs de politique économique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sur la planche à billets, sur la dette publique. Mais tout ça fait qu'on n'a pas on n'a pas agi contre cette inflation. Et je montre souvent l'image, l'inflation c'est comme le dentifrice. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a fait sortir du tube, on ne peut pas le remettre. Et donc c'est exactement ce qu'ont fait nos dirigeants. Ils ont laissé l'inflation s'installer, et maintenant ils n'arrivent plus à la contrôler. Donc je trouve ça très hasardeux aujourd'hui de faire des prévisions d'inflation comme c'est le cas. Surtout que ça fait déjà plusieurs mois que M. Le Maire, je l'aime beaucoup, il est très gentil, mais il n'arrête pas de nous dire ça y est, on a atteint le plus dur. Le ministre de l'économie, la gentillesse. Oui, façon de parler, mais ça veut dire que globalement, oui, mais de nous dire à chaque fois, non, ça y est, le plus dur est passé, ça va baisser demain. S'il avait les moyens de faire quelque chose, c'est ça le sujet. Mais si, justement, il a les moyens. Peut-être Christine Lagarde. Sur l'alimentaire, on a 14,5% d'augmentation. Comment on fait ? Sur aujourd'hui l'alimentaire, c'est vrai qu'on a une augmentation panier de 14,5%, et c'est ça le gros problème, c'est que cette inflation, et on revient sur le problème sociétal, elle est très inégalitaire. Parce que vous voyez, quand on prend la moyenne de l'inflation, on dit bon, on est à 6,2%, ça paraît peu énorme. Oui, mais simplement, c'est comme la météo. C'est la différence entre les températures affichées et les températures ressenties. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en moyenne, l'alimentaire, c'est 16% du panier de biens en France, mais pour un ménage modeste, ça monte à 50%. Donc lui, il a déjà 12% d'inflation. Donc c'est pareil, on a cette distanciation quand on dit non, mais ça va, 6%, c'est rien. Non, on a un vrai problème durable, social et sociétal avec cette inflation qui est extrêmement inégalitaire. Donc si on veut effectivement donner du pouvoir d'achat aux ménages, il y a des moyens de le faire. On peut réduire certaines taxes qui pèsent, on peut réduire la TVA, on peut augmenter effectivement certaines aides et autres, mais d'un autre côté, il faudra réduire certaines dépenses publiques, sinon on n'y arrivera pas. Allez. Donc tout l'enjeu aujourd'hui est là, c'est que malheureusement, cette inflation va rester élevée. Je pense qu'il ne faut pas mentir aux Français, elle va baisser un petit peu, mais ça ne veut pas dire que les prix vont baisser. Malheureusement, on sait comment ça se termine. Historiquement, une phase de forte inflation, je ne veux pas noircir le tableau, mais ça finit toujours par une récession, c'est-à-dire par une baisse de l'activité. Et ensuite, les prix baisseront. Donc c'est triste à dire, mais ça va être compliqué. On peut aussi augmenter les salaires. Voilà. Oui, et vivre dignement. Moi, je ne demande pas qu'on donne des chèques aux gens. Je pense qu'il faut vivre dignement de son salaire. On est d'accord. Et si, effectivement, lorsque vous avez tout, parce qu'on parle de 6% d'augmentation d'inflation, toutes les personnes qui n'ont pas eu 6% d'augmentation de salaire, ça veut dire qu'ils ont une perte de pouvoir d'achat. Et comme vous l'avez dit, effectivement, notamment dans les milieux les plus populaires, tout ce qui est achat de première nécessité a une importance bien plus importante. Allez, il est 18h30, on va faire le rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Somaya Labidi.